Bonjour, bienvenue au 360, le magazine d'actualité d'O2Zone TV qui fait le tour de l'information. Une bonne partie de l'information sera consacrée aux questions de l'énergie et des transports. En effet, avec l'imminence de la fin des ressources pétrolières, il faut se préparer à ce qu'on appelle l'après-pétrole, la transition énergétique. Ces questions feront l'objet d'un reportage que nous vous présenterons plus tard. Dans le même ordre d'idées, Catherine Fortoso a préparé un portrait de l'Association pour la promotion du vélo, la Provel, qui œuvre ici à Salon et qui promeut une alternative au déplacement en automobile. On terminera sur une touche plus culturelle avec une chronique portant sur l'exposition Odette Spirit qui est présentée au Centre d'art contemporain d'Istres. Mais avant tout, revenons sur la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance d'Algérie avec Mme Keltoum Stali. Mme Stali est adjointe au maire, mais nous l'avons invitée en tant que présidente de Salon Djezaïr, une association salonnaise qui tend à favoriser les échanges culturels et artistiques entre la France et l'Algérie. « 2012 a été l'année du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et l'événement a été commémoré un peu partout en France. Plus précisément, ici, à Salon-de-Provence, on nous a présenté une programmation s'étalant sur plusieurs jours en novembre, programmation qui comprenait de la projection de films au cinéma Les Arcades, un spectacle musical et poétique, des conférences, le tout organisé par Salon Djezaïr. Donc, Mme Stali, quelle était l'importance pour l'association de commémorer ces événements d'il y a 50 ans? Alors en fait, l'association, comme vous l'avez dit, s'appelle Salon Djezaïr, c'est-à-dire que c'est une association d'amitié franco-algérienne. Salon à cause de la ville de Salon et Djezaïr qui signifie l'Algérie. Donc c'est une fête importante pour l'Algérie puisque 50 ans d'indépendance, c'est quand même pas rien. Passer du stade de la période coloniale qui a duré 132 ans à une période d'indépendance, de liberté pour un peuple, c'est quand même une étape révolutionnaire, on peut dire. Et comme l'Algérie a quand même une histoire très forte avec la France, tout en étant en France, ça nous paraissait important de marquer cette date, dans le but non pas de remuer les plaies ou raviver les blessures, parce qu'elles sont là, elles sont profondes, elles sont vives encore, on le voit bien, mais plutôt pour aller dans le sens de tenter de comprendre ce qui s'est passé, essayer de susciter le débat, le dialogue, la réflexion, l'analyse, et essayer de mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de l'affect et de la passion, parce que c'est une histoire passionnelle et douloureuse, mais plutôt, voilà, c'est pour ça qu'on a fait appel à des historiens et qu'on a mis en place cette programmation, pour rester toujours dans l'idée qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est une histoire commune, c'est une histoire qui relie nos deux pays, même si c'est une histoire qui est essentiellement douloureuse, mais en même temps, il faut qu'on puisse en parler parce qu'il y a des aspects de cette histoire qui sont méconnus par le grand public et qui sont même tabous parfois. Et bon, ça nous paraissait important si on veut aller de l'avant et si on veut justement permettre que des liens se développent entre les deux pays, il faut passer par cette étape de mettre en lumière la vérité historique. Et comment ça a été reçu par les Salonnais, ces activités dans le cadre de la commémoration? Je pense que ça a été très bien perçu parce qu'on a misé sur la qualité. On a programmé des films de qualité, on a fait venir des historiens, enfin un historien qui est reconnu comme étant un spécialiste de l'histoire coloniale. On a fait venir un sociologue, un historien de l'art, donc des gens quand même de haut vol. Et je pense que ça a beaucoup impressionné le public qui était là. Quand on a commencé avec la première conférence le 15 novembre, on avait une quarantaine de personnes, et puis petit à petit, ce qui est quand même pas mal pour une conférence, hein, petit à petit, on a les gens qui sont venus la première fois, sont venus ensuite pour voir les films, et au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de personnes qui nous ont chaleureusement remerciés. Il y a des gens qui ont découvert des moments de cette histoire, par exemple la question du 8 mai 1945. Moi, il y a des jeunes femmes qui sont venues me remercier, me dire
Moi, je ne savais pas ce que c'était que le 8 mai 45. On sait que le 8 mai 45, en France, c'est la date de la libération par rapport à l'occupation nazie, mais beaucoup de gens ignorent que le même jour, en Algérie, pendant les manifestations pour célébrer la fin du nazisme, il y a eu une répression féroce qui a fait des milliers de morts côté algérien. Voilà. Donc c'était important que tous ces aspects soient développés. Et je crois que les gens ont aussi beaucoup apprécié le fait que tout ça se fasse dans un climat vraiment de sérénité, d'apaisement, pas du tout dans un climat de vengeance ou de... Pas de tension. Pas de tension, non, au contraire, on a essayé d'aborder des sujets comme ça difficiles, mais en restant toujours dans l'analyse, dans la réflexion, dans la raison finalement. Et ça, je pense que les gens ont apprécié. Et puis côté franco-français, je pense que c'est pas forcément facile d'être dans la position de se sentir culpabilisé par une histoire. À la limite, c'est une histoire passée. En tout cas, les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas se sentir responsables de ce passé. Mais en tout cas, ils doivent le connaître. Voilà. Justement, vous parliez de la date du 8 mai 1945. Il y a aussi une autre date, le 17 octobre 1961, qui a été un peu occultée dans l'histoire. Ça a été l'objet du film « Ici, on noie les Algériens » de Yasmina Hadi, qui a été présenté dans le cadre de la programmation. Si vous voulez nous parler de ces faits qui ont été révélés et de l'importance de révéler de tels faits. Oui. Alors, en fait, ils n'ont pas été révélés parce qu'ils sont connus d'un certain nombre de personnes. Et l'année dernière, on fêtait le 50e de ces événements. Donc je rappelle rapidement, le 17 octobre 1961, on est encore on est à la fin de la guerre d'Algérie. Et il y a en France une communauté algérienne très importante. Le FLN, le Front de Libération Nationale, est aussi représenté en France de manière très très forte. Et à l'époque, le préfet de Paris, c'était Papon. Le tristement célèbre Papon, qui a décidé de mettre en place un couvre-feu, en fait, qui ne concernait que les Algériens. Donc il a décidé qu'à partir d'une certaine heure, je crois que c'était à partir de 18 heures, les Algériens n'avaient plus le droit de circuler. Et c'était extrêmement discriminatoire comme mesure. Et donc les Algériens ont riposté en organisant une manifestation pacifique ce jour-là. L'idée, c'était donc de défiler de manière assez importante pour protester contre une atteinte à la dignité de ces gens. Et ça s'est terminé par une répression atroce qui a fait là aussi des centaines de morts dans des conditions vraiment barbares, puisque des Algériens ont été jetés vivants dans la Seine. Voilà, il y a eu des scènes comme ça terribles. Et le gouvernement politique de l'époque a complètement camouflé cette affaire en disant qu'il y avait eu 3 ou 4 morts. Voilà. Et voilà, alors qu'en fait, ça a été un épisode très, très sanglant qui a beaucoup marqué les mémoires. Donc le film raconte bien ça. Et ces faits, nous les connaissions. Enfin, moi, je les connais depuis longtemps, mais je sais que c'est complètement méconnu par le grand public. D'autant plus qu'il y a eu ensuite d'autres manifestations peu de temps après qui ont été réprimées, la fameuse manifestation de Charonne, qui a un peu occulté justement la manifestation du 17 octobre. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années pour qu'enfin, cette année, le président François Hollande reconnaisse de manière très officielle qu'il y a eu des... Bon, il a utilisé le mot exaction, c'est plutôt le terme de massacre qu'il faudrait utiliser, mais enfin, il y a quand même un début de reconnaissance politique et officielle. Et pourquoi autant de temps pour arriver 50 ans plus tard, 51 ans plus tard, pour arriver à cette reconnaissance? C'est une répression qui a été menée au nom de la France, qui est quand même la patrie des droits de l'homme, la patrie qui défend des valeurs républicaines, de démocratie, de liberté d'expression. Et donc reconnaître ce massacre commis par des policiers sur l'ordre de Papon et sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur et du président de la République de l'époque, c'est directement mettre en cause le pouvoir politique. Et ça s'appelle un crime d'État, en fait, hein, quand on massacre des gens au nom de l'État, ben, c'est un crime d'État. Et en fait, c'est comme ça qu'il faudrait qualifier ces massacres. Et j'espère qu'un jour,
on les qualifiera comme ils le méritent, parce que je pense que la France a tout à gagner à regarder son histoire en face, même si elle n'est pas toujours glorieuse. C'est une page en tout cas, heureusement il y en a d'autres plus glorieuses, en tout cas celle-là c'est une page qui est plutôt honteuse, mais je crois qu'il faut être suffisamment lucide pour regarder les faits en face. Parfait, merci beaucoup madame. Je vous en prie. On l'oublie souvent, mais les ressources pétrolières ne sont pas infinies. Et comme nous sommes dépendants de cette forme d'énergie et que les changements climatiques s'aggravent d'année en année, il faut penser à des alternatives pour le futur et revoir notre système social et économique qui est basé sur les échanges, la consommation et donc les transports. Des changements seront donc nécessaires pour survivre à l'ère de l'après-pétrole, ici dans la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme partout dans le monde. D'ici une cinquantaine d'années, les ressources pétrolières mondiales s'épuiseront et seront de moins en moins accessibles. Après le pic pétrolier, à quoi ressemblera donc l'avenir énergétique de la France qui importe 99% du pétrole qu'elle consomme? Pour répondre à l'urgence climatique et à la fin de l'énergie fossile facilement exploitable, l'Institut Négawatt a dressé un scénario national de la transition vers des énergies renouvelables. Le premier scénario régional, réalisé pour la région PACA, conclut qu'en 2050, 87% de la consommation d'énergie sera couvert par des énergies renouvelables. Le plus grand défi, je pense, c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités et de montrer que d'autres choix sont possibles en matière d'énergie et de ne pas penser que finalement c'est une malédiction et qu'on est obligé de continuer à consommer des énergies fossiles et des énergies nucléaires et qu'il y a d'autres choix possibles et que surtout on est entouré non pas d'énergie renouvelable mais de négawatts, c'est-à-dire de gaspillage énergétique qu'on peut éviter. Lors de sa conférence intitulée « Un avenir sans pétrole », présentée à Salon en novembre, l'ingénieur en génie énergétique Benoît Thévard a soulevé quelques bémols quant à la transition vers des énergies renouvelables. Les éoliennes et les panneaux solaires, ça ne pousse pas dans la forêt, donc en général il faut les fabriquer et ça consomme de l'énergie fossile. Et il faut savoir que pour fabriquer, transporter, installer et maintenir une éolienne de 3 MW, il faut consommer au moins 600 barils de pétrole. Vous ajoutez à ça le gaz naturel et le charbon et puis tous les matériaux qui sont nécessaires, et donc vous avez effectivement à un moment donné une certaine quantité d'énergie fossile qui sont utilisées. Aujourd'hui, on ne fabrique pas des panneaux solaires avec des panneaux solaires, donc il faut bien relativiser sur la possibilité de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc faisons des énergies renouvelables, mais on ne pourra pas s'affranchir de baisser notre consommation, ça c'est fondamental. Généralement, je suis un petit peu divergent de la logique du scénario Négawatt parce qu'il est souvent très optimiste, c'est-à-dire qu'il ne part pas du principe que nous pourrons avoir une grave crise liée au pétrole avant 2050. La question, c'est combien de temps nous avons, combien d'énergie nous disposons pour justement organiser cet immense chantier qui va durer des décennies pour pouvoir changer complètement de modèle énergétique. Donc, techniquement, sur le papier, je dis oui, c'est faisable. Par contre, les aléas qui nous attendent liés au problème du pic pétrolier sont probablement très importants et je pense sous-estimés par les scénarios Négawatt. Aujourd'hui, on est dans une économie mondialisée et donc dès l'instant où on dépend de cette mondialisation et qu'on n'a plus d'autosuffisance locale, ça veut dire que si on a un problème au niveau des transports, on aura un problème pour tout le reste. On aura un problème pour accéder aux soins, on aura un problème pour livrer les médicaments, on aura un problème pour livrer la bouffe, on aura un problème pour faire l'alimentation, pour les tracteurs, etc. Et donc, je dirais que dans cette économie mondialisée, le transport est devenu indispensable. Or, les transports dépendent à 95% ou 96% du pétrole, donc forcément,
ça va devenir très compliqué. L'idée, c'est de passer sur des véhicules qui soient avec de l'alimentation électrique dans les centres-villes, parce qu'on a un réseau d'électricité qui le permet, et on peut utiliser des véhicules qui soient assez performants avec des faibles tonnages, par exemple, pour les véhicules routiers. Et puis, en dehors de ces centres-villes, on va utiliser des véhicules qui vont fonctionner avec du gaz qui pourrait être d'origine renouvelable, donc du biogaz fait par exemple, fermentation de déchets agricoles ou d'éjection animale. Je pense que l'ère de la voiture individuelle va juste disparaître en fait. Avant, ce que j'ai montré, c'est qu'il y avait des lignes de chemin de fer partout. C'est simplement parce que c'était le moyen le plus économique en termes de quantité d'énergie dépensée pour déplacer des habitants. Donc si demain on a moins d'énergie, il va falloir qu'on y repasse. Et je pense qu'on ne va pas avoir le temps de changer toutes les voitures, on n'aura pas le temps de changer toutes les stations pour faire de l'approvisionnement électrique. Et en plus, comme je le disais, il va falloir renouveler toutes les lignes électriques qui ne sont pas assez résistantes pour avoir toutes ces charges et ces fortes puissances d'appel pour charger les batteries. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un mix de tout ça qui va dépendre finalement à partir de quel moment surviendra vraiment la crise. Donc on n'aura pas une solution qui va supplanter toutes les autres. Un changement de mode de vie sera ainsi nécessaire pour passer à l'ère de l'après-pétrole, ce à quoi se consacre le mouvement des villes en transition, comme Pays Salonnais en transition. L'objectif du mouvement de transition, c'est de passer, comme c'est écrit sur le manuel de transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Donc la résilience, c'est le fait de résister à un choc et de pouvoir s'adapter et continuer à exister une fois que ce choc est passé. Donc le choc auquel on va devoir faire face, c'est entre autres la pénurie des ressources fossiles, dont essentiellement le pétrole. Et nous, on part du principe, nous, les initiatives de transition, que ce choc, c'est pas quelque chose qu'on doit subir, mais au contraire une opportunité à saisir pour réinventer un petit peu notre façon d'être, de vivre, d'être en lien avec les uns avec les autres. Alors les villes en transition sont effectivement un très bon exemple de ce que peuvent faire des citoyens au niveau local. C'est des citoyens qui prennent à leur compte les problématiques énergétiques de leur territoire pour voir quelles sont les solutions. Et ces phénomènes de villes en transition, ça va permettre de montrer justement aux élus qu'il y a des choses concrètes qui peuvent être faites sur le territoire. Nous, on veut proposer à la population du territoire et aux institutions, mairies, etc., un plan d'action de descente énergétique. Donc on va mettre en place, on va proposer un plan d'action de descente énergétique. L'objectif, c'est de faire en sorte que collectivement, on consomme, qu'on réduise notre consommation d'énergie de 80-90%. Ville en transition, ça fait partie des modifications, mais ça doit aussi arriver à bouger sur des formes de démocratie. De participation démocratique. Il faut aussi que le politique prenne en compte des éléments qu'il ne prend pas en compte maintenant. On n'y arrivera pas tout seul, on est dans une transformation de société. Et il faut que les éléments qui constituent cette société, ils ne vont pas bouger rien qu'avec le mouvement en transition. Il faut que chacun des intervenants collectifs fasse sa mutation aussi par rapport à ce qui nous attend. Tel qu'on l'a vu dans le reportage, les changements au niveau des transports seront nécessaires dans les prochaines années. Mais les gens sont-ils vraiment prêts à délaisser peu à peu leur voiture? Nous avons sillonné les parkings de la ville de Salon-de-Provence et avons demandé aux gens à quel point ils se considèrent dépendants de leur voiture. On voulait savoir à quel point vous vous considérez dépendante de votre voiture. À 100%, complètement. On ne peut rien faire de toute façon. Les transports en commun, c'est trop long. Donc forcément, si on n'a pas de voiture, on n'avance pas trop. Et est-ce que vous envisageriez de plus en avoir en habitant ici? Complètement pas, au contraire. Elle est indispensable. Sans ça, je ne vois pas qu'à pied. Bon, dans la ville, il y a les cars, mais en dehors de ça, quelqu'un habite en dehors de la ville. 80%. Pourquoi? Pourquoi? On fait tous les déplacements avec, voilà. Il n'y a pas d'autre solution pour aller travailler, pour aller au sport, pour aller promener, voilà. Est-ce que vous
Oui, Ça serait possible? oui, je pense. À 100%, je suis obligé de prendre ma voiture tous les jours. À chaque fois que je veux faire un truc, je prends ma voiture. Et est-ce que vous imagineriez vivre ici sans votre voiture? Non, c'est impossible, ma voiture c'est ma femme. À quel point? Oui. C'est vital pour moi. Voilà, la voiture, si j'ai pas la voiture, je peux pas. Non? Je me suis habituée à la voiture. Voilà. Et vous imagineriez pas vivre ici sans votre voiture? Ici sur Salon? Oui. Si, on peut, parce que j'habite pas loin du centre-ville. Je peux ne pas me servir de la voiture. Mais bon, après, il y a des endroits où on est obligé d'avoir la voiture. Voilà, pour se déplacer. Pour aller travailler, déjà, je suis obligée de l'avoir, parce que j'ai pas les transports aux horaires où je travaille, je peux pas avoir de transport. Donc, Et est-ce que vous imagineriez vivre ici sans votre voiture? si j'habite en ville, oui, éventuellement. Je suis dépendante de ma voiture parce que j'habite dans un village et que je n'ai pas pris encore l'habitude de prendre le car. Voilà, tout simplement, et par rapport à des horaires. Tous ne sont cependant pas dépendants à l'automobile. Il y a des adeptes du cyclisme qui posent plusieurs actions ici à Salon de Provence pour améliorer et encourager les déplacements en vélo. Catherine Fortoso a préparé un court reportage sur l'Aprovel, l'association pour la promotion du vélo. Bonjour, nous sommes au cœur de Salon de Provence, à la Casa Palabre. C'est ici que se trouve le siège social de l'association Aprovel, association pour la promotion du vélo. Nous allons rencontrer Isabelle et Bruno qui vont nous parler de leur démarche. Bruno, pouvez-vous nous dire quelles sont les valeurs de votre association? Avoir une ville apaisée, agréable à vivre, conviviale. Le plus visible dans le résultat de nos actions, on pourrait dire c'est depuis le 6 septembre, toute la zone 30 du centre-ville avec les doubles sens cyclables. Le double sens cyclable, c'est une modification du code de la route qui a été sorti sous forme de décret en 2008, qui dit que dans toutes les rues en zone 30, en sens unique pour les voitures, les vélos sont autorisés à rouler en sens inverse des voitures. Et la voiture a la place prépondérante dans la ville. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir à terme une ville où la voiture a une place réduite et même reste à l'entrée de la ville, et que dans la ville, on n'y ait plus que des déplacements doux, des transports en commun, c'est-à-dire les déplacements doux, les piétons, les vélos, et ensuite couplés avec les transports en commun, les bus, voilà. Alors Isabelle, pour mettre fin aux idées reçues, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui pourraient vous dire par exemple « Oui, mais je dois faire des courses, le vélo c'est pas pratique ». Pour faire des courses, il suffit de prévoir un sac. Vous voyez à peu près le volume de choses que je viens d'acheter. Ça va beaucoup moins me fatiguer que si j'étais à pied, puisque c'est le vélo qui porte, ce n'est pas moi qui vais porter. Isabelle, deuxième question. Si on vous dit « J'ai peur qu'on me vole mon vélo », alors effectivement, c'est un des obstacles majeurs à l'utilisation du vélo. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Alors la première chose, c'est d'avoir un bon antivol. Alors il existe différentes sortes d'antivol. Celui qui est sur mon vélo est assez pratique puisqu'il a deux parties. Il a un antivol de cadre et il a un câble qui me permet de l'attacher à un point fixe au cas où je dois rester un peu plus longtemps. Bruno, qu'est-ce que vous répondez si on vous dit « Oui, mais j'ai peur des voitures » Avoir peur des voitures, c'est pas évident à maîtriser. C'est pour ça que nous, à l'Aprovel, il y a une personne de l'association qui s'est formée, parce qu'on a en projet d'ouvrir une vélo-école, soit pour les gens qui ne savent pas du tout faire de vélo, soit pour les gens qui ont peur de faire du vélo en ville. Et avec cette vélo-école, ça leur permettra de mieux appréhender leur vélo dans la ville. Bruno, dernière idée reçue, si on vous dit « Oui, mais je suis pressé, j'irai plus vite en voiture qu'en vélo ». Quand on va dans un endroit bien précis en ville, on n'a aucun problème pour se stationner. C'est-à-dire qu'on va se stationner devant le magasin, devant l'administration, devant son lieu de travail. Et on n'a pas à passer une éternité à chercher une place de stationnement. Donc de ce point de vue-là, aux heures de pointe pendant la journée, le vélo en ville, pour moi, et je l'ai vérifié maintes fois, est beaucoup plus rapide que la voiture. Voilà, donc j'espère qu'on vous a convaincu. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à prendre vos vélos. Alors à vos vélos! Nous
Nous sommes maintenant avec Catherine Fortoso qui, avant d'être journaliste citoyenne à O2Zone TV, est médiatrice culturelle. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc, vous allez nous présenter votre expérience à l'exposition Odette Spirit qui est présentée encore présentement au Centre d'art contemporain d'Istres. Donc, quelle est donc cette exposition et de quoi est-il question? Odette Spirit, l'exposition, dont une salle est consacrée à Odette Spirit, le film, est une exposition située dans une dimension entre réel et fiction, apparition et disparition, visible et invisible. C'est une exposition proposée par 3 artistes qui, lorsqu'elles se rencontraient, discutaient ensemble d'un film qui les a inspirés, The Ghost and Mrs. Muir de Joseph Mankiewicz. C'est un film de 1950 qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un fantôme. Et donc, elles ont eu l'idée de produire elles aussi un court-métrage, un remake, et c'est aujourd'hui chose faite. Lorsque le Centre d'art d'Istres a invité Virginie Barré, elle a sauté sur l'occasion et a invité à son tour Florence Paradise, photographe et vidéaste, et Claire Guézingard, écrivaine. Donc, partie d'une invitation pour une exposition monographique, le Centre d'art d'Istres propose finalement une exposition qui est un projet hybride et complémentaire qui s'appelle Odette Spirit. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette exposition? Alors, ce qui m'a plu, c'est la capacité qu'elles ont eue à créer un univers, un monde parallèle. C'est de par le contenu des œuvres et de par la scénographie. Et la pluridisciplinarité aussi participe de cette capacité parce qu'il y a des installations, sculptures, films, bandes-son, photographies, collages, sérigraphie, il y a plein de choses. Et la réussite est qu'à L3, elles parlent d'une même voix et on reste toujours dans l'exposition, dans le thème commun, dans cet univers spirituel. On est en immersion totale, c'est ça qui me plaît. C'est une exposition déboussolante. Parfait. Donc, si je comprends bien, il est un peu question de spiritisme. Alors, le personnage central du film, notamment, est Odette Spirit. Spirit comme spiritisme. Et le spiritisme est bien un des axes moteurs de l'exposition. D'ailleurs, la première œuvre présentée est un chaman en résine qui nous introduit tout de suite et de manière assez forte dans le monde des esprits et dans l'univers un peu étrange. Oui. Voilà. Ensuite, l'exposition se poursuit par le film. Le film est contemporain, il est hors du temps, il est étrange. Il n'y a pas de dialogue, mais il y a quand même des textes, des mots, des écrits qui sont très importants. D'ailleurs, l'élément principal du film est un O, pour lequel va partir à l'aventure Odette. Donc ce sera une lettre, ce sera une bouée, ce sera un donut. Bon, c'est assez drôle. Le film est très plastique. On voit qu'il a été tourné par des plasticiennes. Il y a de l'humour, il y a du second degré, il y a des clins d'œil. Et il rafraîchit l'atmosphère. Alors oui, on parle d'une revenante, oui, il y a du spiritisme, mais c'est drôle et c'est vivant. Et je vois qu'il y a plusieurs raisons d'y aller. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a 2 bonnes raisons d'y aller. Déjà, ce qui est sûr, c'est que le pari est tenu. On s'attend, en y allant, à découvrir une exposition, un vrai univers. Et c'est le cas, la transe, qui est le thème principal de l'exposition, est petit à petit distillé dans le visiteur. Et il en redemande. Donc ça marche bien. Par exemple, petit effet simple, les pièces sont toutes noires. Quand on rentre dans une œuvre, il fait noir. Dans une salle. Quand on rentre dans une salle, il fait noir. Et à l'approche du visiteur, paf, l'œuvre s'éclaire. Rien que ça, c'est simple, c'est efficace. Et ensuite, le fait que ça soit accessible. Parce que l'œuvre de Virginie Barré est facile à appréhender pour tout public. Et ceci dit, elle est pleine de références, de clins d'œil à l'histoire de l'art, au western, au film, beaucoup de cinéma. Ça fera plaisir à l'initié et ce sera quand même compris par l'amateur d'art lambda. Voilà. Et est-ce que, malgré tout, il y a certains points négatifs? Alors, si je devais dire un point négatif, disons que l'exposition se veut être minimaliste. Et elle est minimaliste. Donc, il n'y a pas beaucoup de pièces proposées. Peut-être on aurait aimé en voir un peu plus. Parfait. Merci, Catherine. Donc, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 12 janvier, on peut visiter l'exposition au Centre d'art d'Istres. Et je voulais juste remercier Catherine Soria, la directrice artistique, pour son accueil et sa disponibilité. Merci. C'est ce qui conclut le 360. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse redac.o2zonetv
gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur le site de O2Zone.tv pour voir les autres émissions et reportages. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!